Sid Eudy, récemment décédé, n'était peut-être pas le catcheur le plus connu de son époque, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire à raconter. Le parcours d'un jeune garçon de l'Arkansas devenu l'un des personnages les plus physiquement intimidants de l'industrie du catch, voici le destin tragique de Sid Eudy. Pour raconter l'histoire de Sid Eudy, il faut remonter le temps, jusqu'au début, avant qu'il n'y ait Sid Vicious, Sid Justice, Lord Humongous ou Psycho Sid. Il y avait un jeune garçon nommé Sidney Raymond Eudy qui est né et a grandi à West Memphis, Arkansas, en décembre 1960. Il s'avère que les années de formation de Sid correspondent plus ou moins à la période où le catch professionnel est devenu une industrie de divertissement grand public. Cependant, monter sur le ring n'était pas le premier amour de Sid, et ce n'était pas son deuxième, ni même son troisième. Son premier amour, lorsqu'il était lycéen, était de jouer au football. Jeune homme, Sid a commencé à travailler comme agriculteur, travaillant sur plus de 100 000 acres de terre en tant que nettoyeur de culture. En même temps, il étudiait pour devenir pilote, comme son père, mais il n'en a pas moins conservé sa passion pour le sport. En fait, Sid est allé jusqu'à essayer d'entrer dans l'équipe de football des Memphis Showboats, dans la franchise de la Ligue de football USFL. Après avoir été éliminé au stade final, il a décidé de s'inscrire à l'Arkansas State dans l'espoir d'obtenir une bourse d'études pour jouer au football. Bien que cela ne se soit pas concrétisé, cela n'a pas changé la passion de Sid pour le sport. Selon lui, il a également joué au baseball et même au basketball pendant son enfance, car il a toujours été l'un des enfants les plus grands et les plus athlétiques. Comme il le dit lui-même, j'étais vraiment un très bon attrapeur de baseball, un assez bon compétiteur de football aussi, vous savez. J'étais running back à l'attaque et defensive end à la défense. Si je m'étais développé dans ces deux sports, j'aurais pu y exceller. Lorsqu'aucun des sports qu'il aimait ne lui convenait, Sid a continué à travailler dans une ferme, mais il a aussi trouvé le temps d'entretenir son physique en passant du temps à la salle de sport. Cependant, il a révélé que pendant tout ce temps, l'idée de devenir catcheur professionnel ne lui avait jamais traversé l'esprit, jusqu'à ce qu'il rencontre quelques-uns des meilleurs catcheurs de l'industrie dans un gymnase de Memphis. Dans ce qui a dû ressembler à une intervention divine, des grands noms du catch, dont Randy Savage, Hillbilly Jim et Lanny Poffo, sont venus dans sa salle de sport. Au bout d'un certain temps, la bande lance l'idée de se lancer dans le catch professionnel à Sid Eudy, pour la simple raison qu'il a le physique de l'emploi. Et bien que cela puisse paraître jovial, c'est en fait ainsi que fonctionnait toute l'industrie du catch à l'époque. Des gars recrutaient d'autres gars qui avaient l'air en forme, sans tenir compte de leur capacité réelle sur le ring. Sid a avoué un jour qu'il n'avait pas accepté l'offre de Savage parce qu'il aimait l'industrie, mais qu'il l'avait fait pour l'argent. Selon lui, ma femme était enceinte, et il m'a semblé que je pouvais m'engager dans cette voie, gagner de l'argent un peu plus rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas l'histoire d'un grand nombre de gars, je n'ai jamais eu l'amour du métier. C'était juste pour gagner de l'argent. Lors de son premier essai sur le ring, Sid a affronté un certain Jackie Fargo, qu'il a battu jusqu'au sang. Grâce à cette démonstration, il était clair qu'il avait la force brute nécessaire pour être un catcheur dans les années 80. Tout ce qu'il fallait, c'était un ensemble de compétences. Et Sid a donc commencé à s'entraîner avec Tojo Yamamoto. Après cela, il a fait ses débuts dans le grand public, en faisant équipe avec Austin Idol contre l'équipe de Nick Bockwinkel et Jerry Lawler. Peu après, en 1987, Sid est engagé par la Continental Championship Wrestling, où il incarne le personnage masqué de Lord Humongous. À la fin de l'année, il est devenu le champion poids lourd de la NW à Southeastern dans la division Northwest et est progressivement devenu le favori des fans. Son partenariat avec Shane Douglas a également joué un rôle majeur dans la construction d'une plus grande base de fans pour Sid, puisque le duo a remporté le championnat par équipe de la NW à Southeastern. Eudy a ensuite travaillé à la New Japan Pro Wrestling sous le nom de Vicious Warrior, avant de faire un très bref passage à la World Class Championship Wrestling. Beaucoup de fans l'ignorent, mais c'est pendant son séjour à la WCCW qu'il a utilisé pour la première fois le nom de Ring Sid Vicious. Ce nom est en fait celui d'un célèbre guitariste basse du groupe punk rock des années 80,
les Sex Pistols. Ce nom deviendra par la suite son nom de ring le plus emblématique et en 1989, lorsqu'il est signé par la WCW, on lui demande de garder ce nom bien qu'il soit dans une promotion complètement différente. Bien que la plupart des jeunes d'aujourd'hui se souviennent de Sid comme d'un catcheur de la WWE, la vérité est que c'est à la WCW qu'il est vraiment devenu une superstar. Au cours de sa carrière, il a remporté 2 fois le championnat du monde des poids lourds de la WCW et 1 fois le championnat des États-Unis des poids lourds. Eddie a également eu l'occasion de travailler avec de grands noms de l'industrie, comme lorsqu'il s'est associé à Danny Spivey pour former l'écurie Skyscrapers, dirigée par Teddy Long. En tant que moitié du duo Skyscrapers, Sid a incorporé la Powerbomb comme mouvement de finition, et le duo s'est battu avec d'autres grands noms comme The Road Warriors et The Steiner Brothers. Sid a également fait partie de l'écurie emblématique des Four Horsemen de Ric Flair, où il était connu pour être le muscle du groupe. Selon le regretté catcheur, réussir dans la WCW n'était pas une surprise pour lui. Voici ce qu'il en dit. Après les 6 premiers mois à la WCW, je savais que j'allais être là où j'étais aujourd'hui. Je suis le travailleur le plus acharné que j'ai jamais rencontré dans ma vie, et tous ceux qui ont voyagé avec moi comme Bob Holly, Billy Gunn, ou n'importe lequel de ces gars qui ont travaillé avec moi ou voyagé sur la route, personne n'a jamais travaillé plus dur que moi. Malheureusement, ce voyage de conte de fées a pris fin rapidement en raison d'une série d'événements que Sid Eudy a qualifié de son plus grand regret dans sa carrière de catcheur. De nombreux rapports affirment que Sid a quitté la WCW à cause de conflits contractuels. Mais c'était bien plus que cela. Quelques années seulement après avoir rejoint la WCW, les Four Horsemen ont été dissous et quelques mois plus tard, Sid a eu le choix de prolonger son contrat avec la WCW ou de rejoindre la WWF. Il faut savoir que c'était en 1991, alors que Dusty Rhodes venait de devenir le booker de la WCW et que Rhodes avait une très bonne opinion de Sid. En fait, il a promis d'en faire le visage de la compagnie et de lui donner une place dans le main event. Rhodes a également offert de doubler le revenu annuel de Sid, le faisant passer de 250 000 $ à 500 000 $, ce qui équivaut à environ 1,2 million de dollars aujourd'hui. Pour tout le monde, signer cette entente et rester avec la WCW était une évidence, mais pas pour Sid. Il a donc contacté Vince McMahon de la WWF, essayant d'évaluer la valeur que lui accordait la compagnie de Stanford, et ce qui a suivi devrait être l'un des moments les plus tristes de la vie de Sid. Moins d'un jour après avoir appelé McMahon, le PDG de la WWF l'a fait monter dans un avion pour une conversation. Vince explique que sa compagnie ne donne pas d'argent garanti aux catcheurs, mais qu'il est prêt à offrir à Sid tout ce qu'il demande. Sid a fait la demande ultime, demandant la place de Hulk Hogan dans la compagnie, et sans hésitation, Vince McMahon a accepté. Un homme toujours connu pour être doué pour les mots, Vince a ajouté qu'il ferait de Sid Eudy la tête d'affiche du prochain WrestleMania et qu'il pourrait gagner autant que ce que la WCW offrait. Mais cette conversation n'était pas terminée. En retournant chez ses employeurs de l'époque, Sid Eudy découvre que la WCW a augmenté son offre à 750 000 $ garantis par an. Il accepte immédiatement l'offre et est déterminé à signer le contrat le lendemain, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de téléphone de Vince McMahon. Selon Sid, il n'aurait jamais dû répondre à cet appel, car dès qu'il l'a fait, ses chances de rester à la WCW se sont réduites à presque rien. Le président a réussi à le convaincre de venir à Stanford, juste après ce coup de fil. McMahon a respecté sa part du marché. Sid Vicious a bénéficié d'une promotion importante et a participé à WrestleMania 8. Avant cela, au cours de ses premiers mois au sein de la compagnie, il avait eu quelques bons segments avec certains des plus grands noms de la compagnie, notamment Randy Savage, Jake Roberts, The Undertaker, Ric Flair, Hulk Hogan et Jack Tunney, alors président de la WWF. Les créateurs de la WWE avaient prévu d'utiliser le pay-per-view WrestleMania 8 comme plateforme pour que Sid affronte Hulk Hogan dans une sorte de passage de flambeau. Mais l'idée même de cela mettait Sid en colère. Il s'est senti insulté que Hogan doive lui passer le flambeau au lieu qu'il batte la légende de la WWE pour prendre le rôle de visage de la compagnie. À propos de ce segment,
Sid a déclaré « C'était leur version du passage de flambeau de Hogan. Il a fait le pose down avec moi, ce qui est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue dans ma putain de vie. Et si vous pensez que c'est important, vous êtes aussi stupide que les autres. J'étais furieux à partir de ce moment-là, et je ne voulais plus être là. Pour cette raison, Sid a quitté la WWE après seulement 1 an et est retourné à la WCW. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Dusty Rhodes avait trouvé quelqu'un d'autre à utiliser comme visage de la compagnie et le retour de Sid n'a pas été perçu par les fans comme un héros revenant à la maison, mais plutôt comme un traître embarrassé, revenant avec la queue entre les jambes. Travaillant à la WCW sous le nom de Sid Vicious, UD a fait équipe avec Big Van Vader et Harlem Heat pour relancer sa querelle avec Sting. Et nous devons dire que même si Sid n'a pas été le visage de la WCW pendant son retour, il est resté un athlète impressionnant dont les segments ont toujours fait bouger les fans de leur siège. En fait, quelques mois seulement après son retour, Sid devait affronter Vader, alors champion du monde poids lourd de la WCW. À Starrcade. Ce match n'a jamais eu lieu, car Sid a été libéré de son contrat moins d'1 an après son retour, mais pas pour les raisons que vous croyez. Le deuxième passage de Sid à la WCW s'est terminé prématurément à la suite d'une altercation avec son collègue Arn Anderson lors d'une tournée de la WCW en Europe. Les deux hommes se trouvaient dans le bar d'un hôtel de la ville anglaise de Blackburn lorsqu'ils se sont disputés au sujet de Dieu seul sait quoi. L'instant d'après, Anderson menaçait Sid avec un tesson de bouteille, ce qui a conduit les gardes de sécurité de l'hôtel à intervenir. Le chef de la sécurité a réussi à régler la dispute et à renvoyer les deux hommes dans leur chambre. Mais ce n'était pas la fin. Pas pour Sid en tout cas. En homme vicieux qu'il était, il a cassé un pied de chaise, s'est faufilé dans la chambre d'Anderson et l'a attaqué. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Pour se défendre, Anderson a pris une paire de ciseaux. Et bien qu'il ait réussi à se protéger en poignardant Eddie 4 fois, il a fini par être la principale victime puisque Sid l'a poignardé une 20aine de fois. Le temps qu'un autre catcheur, Too Cold Scorpio, intervienne et mette fin au combat, Anderson avait perdu 1,5 litre de sang et était sur le point de mourir. La seule raison pour laquelle Sid Eddie n'a pas été accusé de tentative de meurtre est que la WCW voulait garder son image propre. Qu'Anderson savait qu'il serait également accusé et que la police britannique savait que les deux hommes allaient bientôt quitter le pays. Tout a donc été gardé secret, et lorsque quelqu'un a dû prendre le bâton pour cela, personne ne le méritait plus que Sid, d'où sa libération de la WCW. Il rejoint ensuite la United States Wrestling Association à Memphis, où il devient le détenteur du Unified World Heavyweight Championship de la promotion après avoir battu son vieux rival, Jerry Lawler. Alors qu'il travaillait encore à l'USWA, la chose la plus improbable s'est produite. Vince McMahon contacte Sid Vicious pour lui demander de revenir à la WWF. Il fait son retour en février 1995 dans un épisode de Raw, sous le nom de Sicko Sid. Il est d'abord garde du corps de Shawn Michaels, qui l'accompagne au bord du ring pour son match de championnat contre Diesel, alors champion et ancien garde du corps de Michaels, à WrestleMania 10. Quelques nuits après son retour, il s'est battu avec Michaels, l'attaquant en coulisses avec 3 bombes avant de rejoindre Ted DiBiase et sa $1 Million Corporation. Au cours des mois suivants, Sid s'est battu avec Diesel après l'avoir défié dans un match pour le championnat de la WWF qu'il a perdu. Une autre fois avec Shawn Michaels et une brève fois avec Henry Godwinn. Les fans ont également pu le voir former des équipes au hasard, comme la fois où il s'est joint à Shawn Michaels, Ahmed Johnson et The British Bulldog pour affronter Yokozuna, Owen Hart, Razor Ramon et Dean Douglas dans un match Wild Card des Survivor Series. L'un des meilleurs moments de Sid après son retour à la WWE s'est produit lors de l'épisode de Raw du 13 novembre, lorsqu'il a affronté le champion intercontinental Razor Ramon dans un match sans titre. Bien que l'ami à l'écran de Ramon, un Two-Tier Kid, serve d'arbitre invité, Sid réussit à gagner ce soir-là. Mais, à l'instar de l'ensemble de sa carrière, le deuxième passage de Sid Eddie à la WWE s'est brièvement terminé lorsqu'il a été victime d'une terrible blessure au cou en décembre 1995. Vous l'entendez probablement pour la première fois, mais après sa blessure au cou, Sid Eddie n'avait pas l'intention de revenir dans le catch à plein temps. En fait,
il avait trouvé un nouvel emploi de représentant publicitaire à Fresno, en Californie. Mais voici le vrai choc. Pendant tout ce temps, Sid était toujours sur la liste de paye de la WWF. C'est vrai, techniquement, il n'était plus un employé de la compagnie puisqu'il ne s'était pas présenté au travail pendant plus de 6 mois. Cependant, lorsque Vince McMahon lui a offert une place au sein de la compagnie en 1995, Sid a réussi à obtenir un accord qui obligeait la WWE à continuer à le payer, bien que Vince McMahon n'était même pas au courant. Expliquant cela à l'animateur de télévision Sean Mooney il y a quelques années, Sid a révélé qu'il avait demandé à être payé chaque semaine lorsqu'il était revenu dans la compagnie de McMahon. À l'origine, il l'a fait parce que la WWF de l'époque avait une structure de paiement terrible et pouvait passer des mois sans payer certains catcheurs. Pour contrer cela, Sid a dit à J.J. Dillon qu'il ne reviendrait pas s'il n'était pas payé au moins $1000 par semaine. Et lorsque la blessure au cou s'est produite et qu'il était hors de la compagnie, la personne en charge de la paie a oublié de retirer le nom de Sid de la liste. C'était presque comme s'il avait réussi à faire une escroquerie. Puis, un samedi soir, Vince McMahon est venu lui rendre visite. Selon Sid, sa femme de ménage lui a dit que McMahon avait appelé chez lui une 50aine de fois. Comme vous pouvez l'imaginer, Sid pensait que McMahon avait découvert son effronté système d'argent gratuit et qu'il l'appelait pour récupérer son argent. Il a donc essayé d'éviter l'appel jusqu'à ce qu'un jour, un appel arrive d'un numéro inconnu. Sid a décroché et il s'est avéré que c'était le président. Mais la conversation ne s'est pas déroulée comme Sid Eudy l'avait prévu. Au lieu de lui demander de lui rendre son argent, Vince l'appelle pour le convaincre de revenir dans la compagnie. À l'époque, The Ultimate Warrior venait d'être renvoyé de la WWE, une fois de plus. Et Vince McMahon pensait que Sid était la seule personne ayant suffisamment de pouvoir pour le remplacer. Sid était soulagé d'apprendre que McMahon ne l'appelait pas pour mettre à mal son plan de rémunération, mais il n'était pas tout à fait convaincu de vouloir remonter sur le ring à plein temps. Au début, il n'accepte de participer qu'à quelques spectacles et de retourner à son travail de bureau à Fresno. Ce qui l'a finalement convaincu de faire ce pas est quelque chose qui pourrait être considéré comme l'histoire de Sid et Vince McMahon. Sid Eudy a négocié jusqu'à ce qu'il convainque Vince McMahon de lui verser un salaire garanti. C'est vrai, ce mec est devenu le premier catcheur de la WWE que Vince McMahon a accepté de payer en argent garanti au lieu de se contenter d'une rémunération au jour le jour. À ce sujet, Sid a déclaré « J'ai été le premier à recevoir un salaire garanti et j'étais le plus détesté. Si cela ne me définit pas comme l'un des plus grands talents de ce business, c'est parce que lorsque Vince vous déteste, il vous déteste, n'est-ce pas ?» Il a ensuite poursuivi « Il me déteste sans aucun doute parce que je l'ai quitté après WrestleMania 8. Alors pour qu'il revienne vers moi et me donne de l'argent garanti, cela signifie que je suis l'une des personnes les plus puissantes de ce business à ce moment-là. Et bien que cela semble terriblement arrogant de sa part, il est difficile de contester qu'il y a une part de vérité là-dedans. Vince McMahon a toujours eu ses favoris comme Triple H, Shawn Michaels et même Undertaker, qui avait une bonne relation personnelle avec le patron. Pourtant, il n'était pas prêt à payer de l'argent garanti à l'un de ses gars jusqu'à Sid Vicious, un catcheur qui avait quitté sa compagnie il y a quelques années seulement. Peut-être est-ce dû à l'argent garanti ou simplement à la volonté de prouver sa valeur, nous ne pouvons pas le dire. Mais le meilleur de Sid Eudy à la WWE s'est produit après ce contrat. Tout d'abord, il change de gimmick et devient un personnage à la voix stridente et intense, connu pour ses comportements erratiques et instables. Pour faire simple, il s'agissait d'un personnage bizarre, un type qui frappait les poings des fans de façon menaçante ou qui se lançait dans le vide de façon aléatoire. Bizarre, mais les fans semblaient l'adorer. Remplaçant l'Ultimate Warrior, Sid a fait équipe avec ses anciens rivaux Shawn Michaels et Ahmed Johnson contre Vader, Owen Hart et The British Bulldog dans l'événement principal de In Your House 9, International Incident. Plus tard, il a sauvé Michaels d'une embuscade tendue par Mankind et Vader, mais il s'est rapidement retourné contre lui et est devenu le heel préféré des fans. Cette intrigue l'a vu vaincre Shawn Michaels pour le titre de champion de la WWF, qu'il a défendu contre Bret Hart avant de le perdre face à Michaels lors du Royal Rumble de 1997. Dans une série d'événements en dents de scie, Michaels a perdu le titre 3 semaines seulement après l'avoir récupéré, ce qui a conduit Sid à vaincre Bret Hart pour conserver le titre de champion une seconde fois. Après avoir défendu son titre à plusieurs reprises, Sid Eudy l'a perdu face à l'Undertaker
lors de WrestleMania 13, ce qui s'est avéré être son dernier match à grand spectacle au sein de la WWE. Sid Eudy a été libéré de la WWE à la fin de l'année 1997, après une récidive de sa blessure au cou survenue en 1995, qui a nécessité une intervention chirurgicale. Sid passe l'année suivante à se remettre de l'opération avant de remonter sur le ring en 1998 en travaillant sur le circuit indépendant dans le Mississippi et le New Jersey. Après cela, il a travaillé au Mexique sous le pseudonyme de Sid Cyclope, a fait un bref passage à l'Extreme Championship Wrestling où il a joué avec les Dudley Boys, John Kronus, Skull Von Crush et Justin Credible, et il n'en avait pas fini. Après avoir été persuadé par ses amis Kevin Nash et Scott Hall, Eudy retourne à la WCW en juin 1999 sous le nom de The Millennium Man. Dans les mois qui suivent, il remporte son premier et unique WCW United States Heavyweight Championship des mains de Chris Benoit, se dispute avec Goldberg, bat Hulk Hogan et bat les Harris Brothers et finalement Kevin Nash pour remporter le WCW World Heavyweight Championship. En janvier 2001, Sid a subi une blessure qui a failli mettre fin à sa carrière lors d'un match contre Steiner, Jeff Jarrett et Road Warrior Animal dans un Four Corners match pour le WCW World Heavyweight Championship. Et pour votre gouverne, l'ancien dirigeant de la WWE, John Laurinaitis, qui a récemment fait l'objet d'une enquête avec Vince McMahon pour des allégations sexuelles, était à blâmer. Laurinaitis était le dirigeant de la WCW à l'époque, et il avait forcé Eudy à essayer une prise aérienne qui, selon lui, élargirait son arsenal de mouvements de catch. Il s'agissait d'une décision irrationnelle, d'abord en raison de l'âge de Sid à l'époque, mais aussi parce que les catcheurs de son physique avaient du mal à exécuter des mouvements aériens. Lorsque Sid a fini par exécuter le mouvement dans le match, il s'est fracturé la jambe en sautant du deuxième turnbuckle. Il s'est littéralement cassé la jambe gauche en deux et au moins un des os a traversé la peau et a fait pivoter son pied à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une scène si graphique que de nombreuses chaînes de télévision ne l'ont jamais rediffusée. Il a dû subir une intervention chirurgicale et se faire poser une tige de 17 pouces dans la jambe, ce qui lui a permis de marcher avec une canne seulement. Pendant sa convalescence, son médecin lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais courir, mais la détermination de Sid et ses programmes de rééducation rigoureux lui ont permis de recommencer à courir. Il a également intenté un procès contre la WCW, qui avait été racheté par la WWF à l'époque. Pendant sa rééducation, il a continué à faire de nombreuses apparitions sur le ring dans un certain nombre de promotions de catch, y compris la World Wrestling All-Star. Il n'est revenu au catch qu'en 2004, lorsqu'il a rejoint l'Internet Wrestling Syndicate, basé au Canada. Par la suite, la liste des promotions de catch dans lesquelles Sid Eudy est apparu n'a cessé de s'allonger, de son retour à la Memphis Wrestling, à sa participation à une tournée européenne avec l'American Wrestling Rampage. Il a même fait son retour à la WWE en 2012 lorsqu'il a repris le moniker Sicko Sid une dernière fois dans un match contre Heath Slater dans le cadre de la préparation du 1000e épisode de Raw de la WWE. Son dernier match de catch a eu lieu en août 2017 lorsqu'il a battu Paul Rosenberg à Ottawa, dans l'Ontario, pour la Great North Wrestling. Après avoir pris sa retraite, Sid Eudy est retourné dans sa ville natale de l'Arkansas où il a vécu avec sa femme Sabrina Page, avec qui il s'est marié en 1983. Le couple a vécu ensemble jusqu'au 26 août 2024, date à laquelle Eudy est décédé d'un cancer à l'âge de 63 ans. La WWE lui a rendu hommage ce soir-là, et nombre de ses collègues, au cours de ses décennies d'expérience dans le catch, ont dit beaucoup de bien de l'homme. Pour nous, Sid Eudy n'était pas seulement un catcheur physiquement intimidant, mais aussi un catcheur dont la détermination et l'opiniâtreté faisaient qu'il intimidait aussi beaucoup de gens mentalement. La liste de ses titres de champion n'est peut-être pas aussi longue que celle de certains autres, mais Sid ne sera jamais oublié dans l'industrie du catch. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans la vie de Sid? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.